Donc maintenant, on accueille Odile Lakomski-Laguerre, qui est professeure des universités en économie à l'université Picardie-Jules Verne et membre du laboratoire LEMFI, et qui vient nous présenter une analyse de Bitcoin au filtre d'une théorie institutionnaliste de la monnaie. Je te laisse la parole. Merci Pablo. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de participer à cette journée qui est passionnante. Alors, j'ai légèrement modifié le titre, mais en fait, c'est un rapport tout à fait étroit avec la théorie institutionnaliste, avec la perspective institutionnaliste, puisqu'il est question de confiance. Voilà, et que la confiance est une notion centrale dans la théorie institutionnaliste de la monnaie. Alors, j'explique quand même juste un tout petit peu pour ceux qui ne sont pas économistes, mais dans la discipline économique, nous avons une grande tradition d'opposition et de débat qui traverse toute l'histoire de la pensée économique entre, en gros, une analyse réelle de l'économie, donc, dont David a rappelé les fondements, c'est-à-dire qu'on part d'hypothèses d'individus qui sont rationnels, qui vont chercher à maximiser leur utilité dans l'échange et qui vont faire essentiellement du troc. C'est un peu la fable du troc. Et puis, une fois qu'on a déterminé sur les marchés, par la loi de l'offre et de la demande, les prix, les grandeurs d'équilibre qui permettent à tout le monde d'avoir les biens et les marchandises, etc., eh bien, on rajoute la monnaie. Et le fait de rajouter la monnaie ne change pas grand-chose à la structure des prix et à la formation des équilibres. Bon. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a, pour pouvoir échanger, il faut que les biens aient une valeur. Et donc, il y a une théorie de la valeur qui précède l'introduction de la monnaie. Voilà. Bon. Et donc, à côté de ça, et en opposition à ça, il y a aussi une tradition d'analyse monétaire qui, au contraire, considère que on ne peut pas penser le marché et on ne peut pas penser l'économie sans faire l'hypothèse de la monnaie d'abord. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait préalablement quelque chose de l'ordre du collectif sur lequel on s'entend, qui est au moins une unité de compte commune pour qu'on puisse effectuer les calculs et qu'on puisse effectuer les transactions. Voilà. Et donc, cette hypothèse fondamentale et cette institution fondamentale, c'est la monnaie. Et donc, l'analyse monétaire, contrairement à l'analyse réelle, dit que la monnaie, elle est là dès le départ et que la monnaie, elle joue un rôle fondamental dans l'économie et que elle a un impact sur la formation des grandeurs économiques, des prix, de la production, etc. Bon, voilà. Donc, moi, je m'inscris dans cette tradition qui est quand même une tradition assez critique du mainstream, parce que l'essentiel de notre discipline est quand même fondé sur cette hypothèse individualiste et mainstream et fable du troc, etc. Et donc, beaucoup de nos collègues économistes ne traitent quasiment pas de la monnaie. D'ailleurs, ils s'en fichent éperdument. Et donc, quand on s'intéresse à la monnaie, déjà, on est un peu... bon, voilà. Donc, je m'inscris dans cette tradition. Et donc, dans cette théorie institutionnaliste de la monnaie, donc, qui pose comme hypothèse fondamentale que la monnaie n'est ni un bien, hein, la monnaie n'a pas émergé comme des marchandises, du monde des marchandises. La monnaie, c'est une convention, c'est quelque chose d'abstrait. Et voilà, donc c'est pas un bien, c'est pas non plus un actif financier. C'est une institution sociale. Voilà. Et donc, la théorie institutionnaliste reprend l'idée que voilà, c'est un système de paiement et que le système de paiement en économie, c'est précisément ça qui fait coordination sociale. Voilà. Nous, en économie, dans la sphère économique, nous nous coordonnons par la monnaie. Voilà. Et par le système de paiement, c'est la monnaie qui relie les gens, les individus entre eux, par leurs activités économiques et parce qu'on mémorise les transactions dans une comptabilité sociale, comme je le précisais tout à l'heure. Donc, le principe premier de la monnaie dans cette vision-là, c'est l'unité de compte. Et l'unité de compte est fondamentalement sociale et collective et politique. Mais politique dans le sens social collectif.
Voilà, donc là, je reprends juste bon, Simmel est sociologue, hein, en 1907. Il écrit un bouquin absolument passionnant qui s'appelle Philosophie de la monnaie, et il définit la monnaie comme une créance sur la société. Et je trouve que c'est pas mal pour justement essayer de comprendre le phénomène Bitcoin aussi. Et donc, qui dit créance sur la société dit que quand on détient de la monnaie, on a effectivement on a une créance sur la société dans le sens où on peut puiser, avec la monnaie, on a un pouvoir d'achat généralisé et on peut puiser dans les richesses sociales. Voilà. Et donc, alors, qui dit créance dit forcément confiance. Et évidemment, la question de la légitimité des émetteurs de monnaie se pose. Alors, dans quel modèle de monnaie est-on, enfin, dans quel modèle de monnaie dominant est-on et qui va être contesté par Bitcoin? Eh bien, on est dans le modèle d'une monnaie bancaire. Donc ça s'est imposé depuis au moins 18e, 19e siècle. Donc, monnaie bancaire unique. Alors, quand je dis unique, c'est unifiée sur un même territoire et avec une confiance qui est ancrée dans la banque centrale, qui quelque part représente symboliquement l'État, même si on a des banques centrales indépendantes. Mais voilà. Et donc, on a 4 couples, en gros, qui structurent ce modèle dominant monétaire. La monnaie est associée à la souveraineté politique. La monnaie est associée à une hiérarchie, puisque on est dans un système bancaire hiérarchisé. Centralisation, bien sûr, puisque la Banque centrale... Alors, les banques centralisent les comptes des individus à un premier niveau et la Banque centrale centralise les comptes des banques commerciales à un deuxième niveau. Et puis, bien sûr, monnaie et crédit. Alors, monnaie et crédit, ça veut dire qu'on est, contrairement à ce que David exposait tout à l'heure, mais pas contrairement à ce que tu penses toi, et ce que tu exposais de la théorie qui dit que la monnaie de crédit est une offre de monnaie endogène, c'est-à-dire que la monnaie est créée par les banques selon les besoins des activités économiques et du commerce. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a des demandes de crédit, c'est parce qu'il y a des besoins d'investissement, il y a un besoin de développement économique, qu'il y a des demandes de crédit qui sont formulées aux banques et que les banques essayent, évidemment en faisant un peu de sélection des potentiels emprunteurs. Hein. Enfin, elles sont censées le faire. On en reparle un petit peu après. Mais voilà comment fonctionne le système capitaliste. Et alors, il y a plusieurs théoriciens qui ont évidemment modélisé ça, mais celui qui, à mon avis, en a donné la théorie la plus cohérente, c'est Schumpeter, voilà, qui explique que le système capitaliste est couplé avec cette monnaie de crédit et que, voilà, on est dans une offre de monnaie endogène et qu'il n'y aurait pas d'entrepreneurs s'il n'y avait pas de monnaie de crédit d'ailleurs. Bon. Voilà. Donc, voilà. Alors, première chose, quand on a une vision institutionnaliste de la monnaie, on a une vision un peu dynamique. Les institutions ne sont pas immuables et donc les ordres monétaires non plus. Ça veut dire que les formes et l'organisation de la monnaie changent et ont changé de fait au cours de l'histoire, et ça change sous le double effet d'innovation technique dans les systèmes de paiement, mais aussi des formes de la souveraineté politique. Et donc, en ce début du XXIe siècle, je vais passer très vite, on sait ce qui arrive. On a à la fois des innovations technologiques. Alors, tu disais tout à l'heure que, effectivement, Bitcoin est lancé au moment de la crise financière et que ça reprend un certain nombre de contestations et de revendications, etc. Mais effectivement, ça fait quand même 20 ans que dans le monde de la tech, on cherche à créer un cash numérique qui puisse aller avec le développement d'Internet. Donc il y a quand même ça qui se trame. Donc on a à la fois ces innovations technologiques, et puis on a des velléités et des contestations sur les formes de souveraineté politique actuelles, avec une très forte contestation des institutions et du fonctionnement de l'État. Bon. Alors, je vais passer rapidement sur les trucs qu'on a déjà évoqués. Bon,
la crise de 2008, c'est une crise de légitimité. Bon, donc on a une défiance à l'égard des institutions, etc. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Un certain retour, d'une certaine manière, des utopies monétaires. Hein, voilà. Le Bitcoin, c'est une forme de techno-utopie. Bon, je vais donc... Et donc, là, on a une remise en cause du pouvoir de l'État de battre monnaie. Donc, la question va se poser de qui peut battre monnaie et en qui on peut faire confiance pour l'émission de la monnaie. Alors, voilà. Donc, c'est pareil, je vais revenir très rapide. Enfin, je ne vais pas rester très longtemps sur les influences, etc., parce qu'on les a évoquées tout à l'heure. Mais bon, on a quand même tout ce fond, cette espèce de zeitgeist Silicon Valley, le cyber-libertarianisme. Bon, en fait, à un moment donné, dans le bassin de la Silicon Valley, il y a deux cultures qui vont se confronter, se mêler et donner cet esprit Silicon Valley. Ça hérite à la fois du mouvement hippie et contre-culture et d'une tradition ultralibérale aux États-Unis. Et on a vraiment l'idée que l'Internet, ça va être un système ouvert, complètement décentralisé, doté d'une capacité d'autorégulation, promouvant la liberté individuelle, l'épanouissement individuel, etc. Et toute intervention extérieure va être pensée comme, de toute façon, illégitime. Bon. Il y a aussi évidemment les cypherpunks, les crypto-anarchistes, on en a parlé tout à l'heure, avec là une problématique plus précise qui est pas du tout illégitime, hein, qui est la crainte d'une société de surveillance généralisée. Bon, mine de rien, on y est quand même un peu avec les GAFAM. Et d'ailleurs, dans la littérature cyberpunk, la crainte d'une société de contrôle, ça vient à la fois de l'État, mais aussi potentiellement de très grandes entreprises qui pourraient collecter nos données, etc. Alors, on a clairement une très très grosse influence. Et alors, en grattant sur les influences idéologiques, j'avais trouvé dans les années 80, donc aux États-Unis, il y a dans la George Mason University un groupe de recherche qui va être constitué qui croisent des problématiques d'économie et des problématiques informatiques. Et en fait, les problématiques d'économie sont directement... C'est l'application de l'école autrichienne d'économie, donc c'est la théorie de Hayek. Et l'économiste qui initie ce groupe de recherche s'appelle Don Lavoie et c'est un théoricien de l'économie autrichienne, de l'école autrichienne d'économie. Et donc, il y a vraiment... Ça infuse... Voilà. La théorie autrichienne infuse quand même, alors peut-être pas partout aux États-Unis, les informaticiens pourront peut-être mieux me dire ça que moi, mais en tout cas, ça infuse une certaine façon de penser informatique. Et donc, voilà, il y a cette espèce d'obsession des processus décentralisés. Et les processus décentralisés sont beaucoup plus efficaces que la centralisation, avec en arrière-fond le débat socialisme, économie de marché. Hein, bon, voilà. Alors, autre influence qui n'est pas souvent soulevée, mais qui est extrêmement importante, ce sont les transhumanistes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment clairement repérer que dans les monnaies numériques antécédentes du Bitcoin, c'est-à-dire tous ceux beaucoup de gens qui ont travaillé sur les monnaies numériques étaient des transhumanistes, enfin, il y en a qui sont encore vivants, des extropiens, ils ont communiqué, ils ont écrit dans la principale revue qui a diffusé cette culture tech aux États-Unis, Wired. Il y avait tout à l'heure une diapo. Donc ces extropiens expliquent, oui, on aura des monnaies numériques et on va les faire à la Hayek. Et l'idée de Hayek est géniale de faire ce free banking, de se faire cette concurrence de monnaie privée. Donc il y a quand même, voilà, ce bain culturel qui est là. Alors après, moi j'avoue que j'ai quand même une interrogation fondamentale sur Nakamoto, c'est-à-dire que vraiment, on a l'impression quand même... alors moi, j'étais persuadée que c'était quand même quelqu'un... soit c'était un mélange de Adam Back, enfin on retrouve souvent les mêmes noms de ceux qui ont travaillé sur les monnaies numériques.
Donc, voilà, c'est les cypherpunks, c'est un groupe de cypherpunk. Bon, et en fait, j'ai écouté un podcast, alors je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai écouté un podcast, enfin une petite série de podcasts sur un gars qui a passé 1 an à faire des recherches là-dessus. Et lui, il dit, en fait, il a l'air de débarquer de nulle part, quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive et qu'il propose Bitcoin, au départ, c'est pas très bien accueilli, le projet n'est pas très bien accueilli. Et puis, voilà, il a l'air de pas être trop... Enfin, c'est Alpiné. C'est Alpiné qui a... Oui, sa tête est congelée dans les cuves de la société Alcor, là. Il est cryogénisé. Oui, oui. Oui, 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 oui. Mm. Oui, c'est un peu glauque. Mais il poste sur une liste qui est dirigée par un extropien. C'est Metzger. Mais alors, apparemment, Metzger était extropien. Mais je crois que ça coïncide. À un moment, les deux listes coïncident, d'après ce que j'ai compris. Bon, alors, je passe sur la contestation Bitcoin, on sait. Alors, logique anti-système, bon, c'est pareil. Je passe très vite parce que ça a déjà été dit. Évidemment, 3 principes forts qui sont affirmés, c'est l'individu souverain et non pas l'État souverain. Bon, efficacité des processus décentralisés, ça c'est obsessionnel, et maintien de la valeur de la monnaie selon ce qu'a indiqué David tout à l'heure. Alors, donc, je reviens quand même sur la théorie institutionnaliste. La monnaie étant une institution sociale, ça suppose la confiance. Alors, dans la théorie française institutionnaliste de la monnaie, les économistes ont identifié 3 niveaux de confiance pour qu'on puisse adhérer et accepter de façon généralisée une monnaie. Il y a la confiance méthodique, la confiance hiérarchique et la confiance éthique. Alors, la confiance méthodique, c'est simplement le fait que on est absolument convaincu qu'il va y avoir un bon déroulement dans les paiements et que voilà, il n'y aura pas de rupture dans les chaînes de paiement, etc. Ça, on peut dire que c'est assuré avec la robustesse peut-être de la blockchain, Bitcoin, etc. Bon. La confiance hiérarchique excite la confiance hiérarchique puisque justement, c'est le but. Le but, c'est de se débarrasser des tiers de confiance et donc de cette confiance hiérarchique. La confiance hiérarchique, elle suppose la confiance dans une institution émettrice de la monnaie et qui va poser les règles d'émission et de régulation de la monnaie. Là, il n'y en a pas besoin puisque les algorithmes, c'est inscrit dans le code et les algorithmes s'occupent de ça. Voilà. Alors, en fait, dans les papiers Nakamoto, à chaque fois, il dit, on remplace la confiance. Voilà. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un système basé sur la preuve, instead of trust, donc plutôt que la confiance. Donc, il propose de virer la confiance, mais en fait, la confiance, on ne la vire pas du tout, parce qu'il est question que de ça après. Et surtout, la question qui est importante, c'est que on la déplace, la confiance, on la déplace sur le code, les algorithmes qui créent du code. Il y a quand même des gens derrière, des humains, des codeurs, des développeurs. Bon, donc ça suppose quand même de faire confiance à ces gens-là. Comment s'organisent-ils? Comment bon, voilà. Alors ça a été beaucoup développé par De Filippi. Primavera De Filippi, elle distingue la gouvernance dans le code, c'est-à-dire les règles qui sont inscrites dans les programmes informatiques, et la gouvernance sur le code, c'est-à-dire là, comment s'organisent les gens derrière et comment ils décident, ils prennent leurs décisions derrière. Bon, je reprends oui, 10 minutes. Je vais essayer de... voilà, donc... Là, l'objectif, c'est de remplacer la régulation institutionnelle imparfaite et faillible, parce que n'offrant pas une monnaie saine, etc., et puis l'État fait n'importe quoi avec la monnaie, par la robustesse des algorithmes et du code informatique. Alors, maintenant, le principal problème, c'est, OK, maintenant qu'on a dit, nous, on va remplacer tout par le code, etc., voilà, puis ça va tout solutionner. Le truc, c'est qu'il faut quand même, on lance une monnaie, voilà,
on lance une monnaie, il va bien falloir qu'elle soit acceptée. Donc là, j'ai juste repris une petite citation d'Iman Minsky, qui est un économiste post-keynésien, et qui dit, voilà, tout le monde peut créer de la monnaie, le problème majeur, c'est de la faire accepter, quoi, qu'elle soit acceptée. Bon. Et donc, en fait, le premier problème de la communauté Bitcoin, qui a commencé à porter la monnaie, c'était comment expliquer, comment faire accepter une monnaie, mais même ça, c'est un problème chez les économistes, hein. Pourquoi accepte-t-on un objet qu'on ne peut pas consommer et qui ne sert pas comment dire, qui n'est pas non plus un moyen d'investissement, qui n'est pas un moyen de production. Voilà. Aucune utilité directe. Alors là, comment faire accepter une monnaie qui est un objet sans utilité directe, qui n'est pas une marchandise, même si on veut faire croire que c'est un or numérique, mais ce n'est pas une marchandise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une monnaie qui n'est pas une marchandise? Ben, ça veut dire que le support de votre monnaie ne peut pas servir à des usages commerciaux comme l'or pouvait servir à des usages commerciaux pour une monnaie métallique. Donc, problème, qu'est-ce qui va faire que on peut dire le Bitcoin a de la valeur? Bon, alors là, il y a une vieille opposition aussi dans la théorie éco entre deux traditions, le métallisme et le nominalisme. Le métallisme, alors, il y a une première distinction au niveau théorique. Alors ça, historiquement, le métallisme, c'est l'idée que la valeur de la monnaie, c'est la valeur de la marchandise qui lui sert de support. Donc ça a jalonné toute la période de l'étalon or. Et le nominalisme, c'est au contraire l'idée que non, la monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Et d'ailleurs, il n'y a absolument pas besoin que la monnaie ait une valeur intrinsèque pour qu'elle fonctionne comme monnaie. Et donc, la monnaie n'a qu'une valeur nominale. Donc, si vous prenez un billet, la valeur c'est un bout de papier, donc ça n'a aucune valeur intrinsèque. Ça a juste une valeur nominale, c'est-à-dire le chiffre qui est inscrit sur le billet. Voilà. C'est ça que ça veut dire valeur nominale juste. Donc, c'est l'unité de compte qui est le principal point d'ancrage de la monnaie et voilà, et la fonction première de la monnaie. Alors quand je dis il y a une distinction entre théorie et pratique, c'est que d'un point de vue théorique, vous ne trouverez pas un économiste aujourd'hui pour dire la monnaie a une valeur intrinsèque. Je veux dire, c'est fini ça. Bon. Et quand bien même, les économistes un peu, qui font de la théorie de la monnaie, vous disent mais même quand c'était de l'étalon or, même quand c'était une monnaie or, de toute façon, la valeur intrinsèque, on s'en fiche, quoi. Même ça, c'est une croyance, voilà, ça suppose de la confiance, de la croyance, etc. Donc le métallisme théorique est une absurdité théorique. Bon, mais en revanche, ça a une importance pratique. Et David l'a rappelé tout à l'heure, c'est toute l'histoire de comment on fait pour réguler la monnaie et contenir la quantité de monnaie en circulation. Parce que c'est pareil, ça fait tout un débat chez les économistes. Et donc, pour contenir la quantité de monnaie en circulation, il faut l'ancrer et la relier à l'or. Et ça, c'est le métallisme pratique. Donc, en fait, avec Bitcoin, alors, ils sont pas complètement idiots, hein. Ils ont parfaitement compris que la monnaie était un artefact et donc qu'il n'y avait pas de valeur intrinsèque. Alors, monnaie, mais ça leur a quand même posé pas mal de problèmes. Donc, ils sont évidemment pas dans un métallisme théorique, mais ils sont dans un métallisme pratique. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, avec la revendication du Bitcoin comme or numérique, etc. Bon. Voilà. Alors, là sur le site Satoshi Nakamoto Institute, une citation de Daniel Kravitz, c'est un bitcoiner, à un moment donné, des gens donc il est parfaitement conscient que la monnaie, c'est un artefact. À un moment donné, des gens ont décidé que des nombres envoyés de pair à pair et libellés dans une unité autre que le dollar pouvaient avoir de la valeur. Ce n'est pas la technologie qui est inhérente à ça, c'est un fait social. Je trouve ça intéressant quand même, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépolitisé la monnaie, contrairement à ce qu'ils disent. Voilà, il y a bien une revendication que la monnaie est fondamentalement un acte social et immédiatement collectif. Voilà. Et cela est beaucoup plus impressionnant et nous en apprend bien davantage sur ce qu'est fondamentalement la monnaie que la technologie, les maths, le code.
Bon, alors, je vais essayer d'aller vite. Alors, du coup, puisque c'est une institution sociale et que ça suppose la foi, la croyance, etc., eh bien, la monnaie, elle a besoin d'être portée par une idéologie. Et l'idéologie Bitcoin, c'est le fétichisme de la valeur de la monnaie. Bon, je ne vais pas trop insister, mais c'est vraiment une fiction sociale qui soude toute la communauté Bitcoin. Ça, c'est vraiment fondamental. Toute une iconographie explicite. Moi, ce qui m'avait fait beaucoup rire quand j'avais commencé à travailler sur le Bitcoin, c'est qu'il y a un ingénieur là, qui avait créé ces pièces comme ça, parce qu'en fait, il se disait, mais comment on va faire comprendre aux gens cette idée de monnaie virtuelle, quoi. C'est-à-dire que on voit bien que chez les gens, c'est pas évident déjà de se dire que la monnaie, c'est quelque chose de complètement abstrait et qu'il n'y a pas besoin de quelque chose de physique pour faire circuler la monnaie. Et là, c'était encore plus problématique parce que c'était une monnaie complètement numérique. Voilà. Et donc, il fallait la remettre sur des pièces qui ressemblent à des pièces d'or, en plus, bien sûr. Voilà, il y a toute la mythologie à côté de ça. Alors, après, ce qui me semble intéressant, c'est que là où on a un petit souci avec la théorie, quand on est dans la théorie institutionnaliste, c'est que la monnaie comme institution, comme système de paiement, ça suppose évidemment que la monnaie, ça sert pour les transactions et donc elle n'est pas censée faire l'objet. Alors, donc ça veut dire que la monnaie comme système de paiement, c'est de l'ordre du collectif, du rapport social. Elle n'est pas censée faire l'objet d'une appropriation privée. Et si on est dans cette logique d'appropriation privée, là, on ne peut plus être dans le cadre théorique de l'institutionnalisme. On est obligé de basculer sur une autre théorie. Alors, soit on est dans la théorie keynésienne avec une demande de monnaie qui pourrait s'expliquer pourquoi on va garder de l'argent sur notre compte au lieu de l'investir dans des actions, des obligations, au lieu de faire des investissements, au lieu de dépenser, etc. Parce qu'on a un peu peur de l'avenir ou parce que, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, on attend les meilleures opportunités pour investir. Voilà. Donc, mais là, on est dans un cadre théorique où il y a une offre et une demande de monnaie avec un prix. Et là, on sort un peu du cadre institutionnaliste. Donc, c'est compliqué parce qu'on est obligé de jongler avec deux théories qui n'ont pas le même cadre méthodologique ni épistémologique. Bon. Ou alors, on est carrément dans la théorie de la monnaie marchandise. Enfin, on revient à la théorie de la monnaie marchandise, bref. Alors, on est évidemment là-dedans avec Bitcoin, alors que moi, ça me semble intéressant de toujours l'analyser avec une grille de lecture institutionnaliste parce que c'est ce qui permet justement de mieux montrer pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est quand même un construit social. Et donc, en tant que construit social, il y a une idéologie derrière, il y a du politique et il y a des histoires de discours et de performativité. Voilà. Mais on est obligé d'être souvent dans des contradictions avec Bitcoin. Mais ça a déjà été soulevé. Alors, qu'est-ce que nous dit la théorie institutionnaliste ? Oui, il y a quand même, effectivement, la monnaie, elle est un peu ambivalente, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence fondamentale. C'est une unité de compte, elle sert pour les transactions, mais elle peut parfois faire l'objet d'une appropriation privée. Bon, alors là, on est dans l'exacerbation totale avec Bitcoin. Alors, comment ça se transforme complètement en instrument de réserve de valeur uniquement et en instrument de thésaurisation et de spéculation, ça commence avec l'ouverture des plateformes d'échange, donc avec la détermination d'un prix. Donc la Bitcoin devient une devise. Bon, une devise, mais derrière laquelle il n'y a pas d'État. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer la théorie des prix, de formation des prix, des devises, comme c'est le cas sur le marché d'échange, parce qu'avec des devises officielles, vous avez un État derrière, donc une économie, etc. Bon. Donc, il y a quand même détermination d'un prix. Bon, ça va être la loi de l'offre et de la demande. Hein. Et donc là, c'est la demande qui mène le prix. Et comme vous avez une offre limitée avec une demande qui augmente, qui a de fait augmenté, avec un voilà. Alors, ça suppose la promotion du Bitcoin comme marque, hein, un battage médiatique autour de la blockchain, etc. Bref, il y a eu effectivement un engouement pour tout ça,
une augmentation du prix qui a attiré quand même des gros investisseurs au départ, notamment l'élite de la tech et de la finance US. Ça a attiré dans un deuxième temps les spéculateurs et effectivement, on obtient les graphiques qu'on connaît avec quand même un trend. Alors même s'il y a de la volatilité, on a quand même un trend ascendant, hein. Alors on parle de bulles spéculatives, bon, c'est pareil, oui, mais en même temps, une bulle spéculative, pour être tout à fait rigoureux en économie, ça veut dire un prix qui se décolle d'une valeur fondamentale. La valeur fondamentale, c'est quoi pour Bitcoin? En tout cas, oui, mais en tout cas, ce n'est certainement pas la valeur fondamentale telle qu'on peut la définir pour un actif financier. Voilà, c'est ça le problème. Donc, en fait, on est un peu dans du n'importe quoi. Franchement, voilà. Bon, là, je passe très vite. Ce qui me paraît intéressant, je finirai là-dessus, c'est que, alors, il y a quand même un problème de design avec Bitcoin, c'est-à-dire que à force de vouloir en faire une réserve de valeur et exclusivement une réserve de valeur, bah oui, on n'en a pas fait une monnaie. Mais je me pose quand même, je me pose toujours la question et je refuse toujours d'utiliser le terme cryptoactif qui pour moi est assez fallacieux. Et surtout, voilà, je pense qu'au départ, c'était l'idée quand même d'en faire une monnaie, quoi. Bon, alors pourquoi, comment ça s'est transformé en cryptoactif? Ben ça aussi, ça a été une construction sociale, en fait. Et alors, ça commence avec l'ambiguïté de la science économique, de toute façon, mainstream, qui est incapable d'intégrer la monnaie. Donc, les économistes s'en fichent de la monnaie. Puis, très rapidement, les économistes, quand ils se sont intéressés au Bitcoin, non, c'est pas une monnaie, parce que de toute façon, c'est pas émis par une banque centrale, machin. On a aussi la domination, dans notre discipline éco, la domination d'une sous-discipline qui est la finance. Et ça a été sous l'effet de deux théories qui se sont beaucoup développées, la théorie financière moderne et la nouvelle économie monétaire. Bon, je n'ai pas le temps de discuter, mais si vous avez des questions là-dessus, on peut y revenir. Et ces deux théories ont eu un effet très performatif, c'est-à-dire que, effectivement, le développement de la finance de marché, le développement des marchés financiers a quand même, c'est beaucoup nourri de ces deux théories. Donc, la science économique a du mal à intégrer la monnaie. On est dominé par une logique de finance et non pas de monnaie. Et en plus, on a un problème chez les économistes, mais même chez les praticiens et surtout, alors encore plus chez les banquiers centraux et chez les banquiers, un problème de ce qu'on peut appeler la puissance d'un imaginaire constitué. C'est-à-dire qu'on est absolument intimement persuadé que la monnaie, avec un grand M, c'est la monnaie unique, territoriale, associée à la souveraineté de l'État, centralisée, garantie par une banque centrale. Donc, moi, j'ai quand même des collègues économistes qui sont extrêmement puissants intellectuellement, qui n'ont jamais voulu considérer que Bitcoin pouvait prétendre être une monnaie ou... Mais non, c'est pas émis par une banque centrale et de toute façon, c'est pas garanti par... ok, mais bon, faut peut-être creuser un peu parce que sinon, on évite de se poser tout un tas de questions qui, à mon avis, sont intéressantes. Et surtout, vraiment, à un moment donné, on a vu le secteur bancaire, notamment les représentants de la Banque de France et des banques centrales, et les régulateurs qui avaient un intérêt à évincer le caractère monétaire de la monnaie, de Bitcoin, parce que, voilà, c'était... une menace éventuellement, et donc qui ont construit cette catégorie cryptoactif. Non, mais c'est pas une monnaie, de toute façon, c'est pas garanti par la banque centrale, donc c'est un cryptoactif. Mais en catégorisant Bitcoin dans la catégorie cryptoactif, ce qui était en plus absolument nécessaire pour le réguler, parce que sinon c'était pas possible, eh bien on a construit une catégorie, on a construit toute une finance spéculative aussi autour de ça. On a une littérature pléthorique en économie sur le Bitcoin comme asset, comme moyen de diversifier les portefeuilles, la volatilité, la dynamique de prix, les études et l'analyse de sentiments, etc. Enfin, il y a voilà. Bon, ça on sait. Alors après, voilà, je me pose la question, mais où est passée la contestation? Voilà, ça a été complètement absorbé par... Ça a été complètement absorbé par le système financier, on l'a dit ce matin.
Et surtout, voilà, je dirais acte 1, ouverture des plateformes. Acte 2, la bourse de Chicago ouvre en 2017 un service de trading sur les bitcoins. Et là c'était un signal envoyé aux investisseurs. Venez, vous pouvez utiliser Bitcoin comme un moyen de diversifier le portefeuille et de spéculer, etc. Et là, maintenant, on en est à un stade où la finance réclame plus de régulation sur les crypto-monnaies, etc., parce que ça va aider à les absorber encore mieux dans le système financier, quoi. Mieux, voilà. Alors, juste là, ouais, je fais vite. Juste ça, là, alors, bon, jusqu'où ça peut aller, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je continue dans la promotion, les discours pour promouvoir, etc. On a quand même des thèses qui sont développées sur une hyper-bitcoinisation de nos mondes, de nos économies. Et alors lui, donc, il a sorti 2 livres. Le premier, L'étalon Bitcoin, et il en a produit un deuxième, de Fiat Standard. Alors ça, c'est évidemment pour vanter tous les mérites de Bitcoin et qu'on va vers une hyper-bitcoinisation, etc., etc. Le deuxième, c'est Fiat Standard, pour évidemment démolir les monnaies fiat d'État, etc. Et là, alors moi, ce qui me paraît quand même embêtant dans cette histoire, c'est que ce livre, il est considéré comme une espèce de bible au sein de la communauté Bitcoin, parce que c'est un économiste. Il est à la libanaise American University. Toute la première partie de son livre, c'est une histoire de la monnaie, donc il reprend la fable du troc, etc. Mais c'est hyper fouillé, c'est hyper documenté. Donc en fait, un bitcoiner qui n'a ni culture, qui a aucune culture économique, il lit ça, oh, c'est vachement sérieux, c'est le bouquin de référence qu'il me fallait pour comprendre la monnaie. Voilà. Et après, hop, il déroule évidemment tous les mérites de Bitcoin. Alors, j'ai pas précisé, mais peut-être que Gilles pourra le faire. Évidemment, imaginons que nous ayons une économie organisée autour de Bitcoin. Ça donnerait quoi? Avec une offre complètement rigide, ça donnerait une économie déflationniste. Parce que quand vous avez une offre très rigide avec une activité économique qui augmente, vous avez une pression à la baisse sur les prix, donc une économie très, très déflationniste. Alors, deux personnes de la Banque centrale européenne ont fait un article pour montrer que ça aurait des effets redistributifs terribles. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que... Et puis en plus, on a une hyper-concentration des richesses. C'est-à-dire que tous ceux qui ont investi très tôt, voilà, il y a une espèce de concentration et une accumulation de capital qui est loin d'être l'idéal de démocratie et d'égalité que vantait le Bitcoin. Voilà. Donc, comble du paradoxe, bon, on l'a dit un peu ce matin, c'est l'adoption politique. C'est Nastasia qui rappelait ça. Voilà. Donc, en gros, bon, est-ce qu'on a un dévoiement du projet initial? Je n'ai pas de réponse tranchée là-dessus. En fait, on a l'impression, quand on lit les écrits de Nakamoto, que c'est assez pur et que lui, effectivement, il n'était pas trop dans l'idéologie. Mais il y a quand même toute cette influence avant, donc on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qu'il pourrait dire de ce que c'est devenu. Beaucoup disent que ça le ferait vomir, mais je ne sais pas, on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas l'interroger. Mais voilà, en tout cas, s'il faut revenir sur la confiance, il y a clairement un problème de confiance éthique. Voilà, en qui on peut faire confiance voilà, donc ça suppose de faire confiance dans cette communauté, mais dans qui? Les codeurs, les développeurs, les promoteurs, enfin bon. Quelle gouvernance avec les blockchains? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on fasse confiance à tous ceux qui développent les codes, les protocoles, etc. Bon, après, il y a la question de l'environnement, évidemment. Voilà, bon, je vous remercie.